2, France Maghreb 2. L'émission qui vous ressemble et vous rassemble. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. C'est lundi, aujourd'hui nous sommes le 26 mars et donc reparti pour une nouvelle semaine à l'écoute de France Maghreb 2 et de votre talk de fin d'après-midi qui s'appelle Le Grand Forum. Et on est tous ravis de vous retrouver avec le lundi. Eh bien le lundi, c'est Zawani. Comment ça va Anan? Bonjour Christophe, bonjour chers auditeurs et auditrices, salam alaikum. Bah écoute, ça va. Un bon week-end, mais qui bon se week-end finit. ensoleillé. Ouais, mais bon, avec une mauvaise nouvelle quand même. Donc, mes premières pensées aux victimes. Ouais. Donc, de cet attentat, on peut appeler ça comme ça. Donc, il y a eu lieu vendredi sur la ville de Trèbes, près de Carcassonne. Donc, mes hommages aux victimes et à leurs familles. Oui, et je rappelle d'ailleurs à ce titre que l'hommage national pour le gendarme qui évidemment s'est sacrifié sera rendu mercredi matin aux Invalides. Voilà, hommage national. Ceci étant, aujourd'hui on a un bon programme, un bon casting, ma chère Anan. Oui, alors on vous a préparé une édition spéciale sur le thème de l'engagement, donc qui a pour titre Engagez-vous et donnez un sens au triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Et pour nous accompagner lors de cette émission, on a deux belles personnalités, donc Nizar Bourchada, Nizar, donc une personnalité aux multiples engagements, donc il va se présenter et on reçoit pour la première fois, je crois, Fatima Kemilat, donc qui est doctorante en sciences politiques. Bonjour Nizar, bonjour Fatima. Bonjour. Bonjour Fatima, bonjour Nizar. Fatima, doctorante, donc on vous appelle docteur, c'est ça? Non, je vois pas Non. que je m'attribue des titres qui sont pas les miens, qu'on la fasse pas. Non mais je sais pas, si vous voulez qu'on vous appelle docteur, on vous appelle docteur. Hein. Non, Ça me pose Christiane aucun- Taubira avait eu des problèmes avec ça. Non, moi je suis doctorante, pas encore docteur, je l'espère prochainement. Inch'Allah, c'est Donc tout tu ce qu'on vous finis souhaite. tes études, si je comprends bien. Oui, je finis ma thèse et à côté de ça, je suis à terre, attachée temporaire enseignement à la recherche à Paris-Est-Créteil. D'accord. Eh oui, un beau casting. Et monsieur Nizar Bourchada qui a de multiples casquettes, hein, on peut le dire. Hein. Tu peux m'appeler docteur aussi. Docteur, tu soignes quoi toi? T'essayes de soigner Tout. quoi? La Quel maladie, genre de plaie? la Il maladie soigne de la la Oumma. République. En tout cas, on va parler de l'engagement parce que on ne croit pas à la politique de la chaise vide. Donc forcément, il est intéressant peut-être de s'engager. Quel type d'engagement? C'est ce qu'on va essayer d'évoquer tout au long de cette émission autour de trois thèmes que l'on vous propose. C'est parti pour le sommaire de cette édition spéciale sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le programme de ce grand forum dans une édition spéciale que l'on a intitulée Engagez-vous. Donnez un sens au triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Les invités pour aborder le sujet de l'engagement, Nizar Bourchada, une personnalité politique aux multiples engagements. Fatima Kemila, doctorant en sciences politiques, Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Nous aborderons ainsi trois thèmes avec eux, mais aussi avec vous, chers auditeurs, au 01 40 33 9000. La sociologie électorale des musulmans de France, les différentes formes de militantisme et les controverses autour de l'islam dans les médias. La question LGF du jour, selon vous, expulser les personnes étrangères fichier S résoudra-t-il le problème du terrorisme en France? Vous répondez oui ou non sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Et nous terminerons évidemment, comme d'accoutumé, cette émission par un bon libertad, où vous pourrez nous appeler en toute liberté. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, c'est votre rendez-vous au quotidien sur France Maghreb 2 avec Anan Zawani en ce lundi sur France Maghreb 2 et nos invités justement avant de commencer notre débat et nos différents thèmes sur lesquels on va discuter, échanger, dialoguer avec vous, chers amis auditeurs, parce que évidemment votre avis nous intéresse plus que jamais. Vos questions, vos interrogations, vos doutes parfois même au 01 40 33 9000 pour nous appeler. C'est un numéro gratuit qui vous permet d'accéder à l'antenne et ainsi ouvrir les discussions et les débats. On va essayer d'ouvrir une discussion, ma chère Hanan, autour de l'engagement. Engagez-vous, Oui. c'est important pour ne pas laisser la politique de la chaise vide parce que cette dernière n'a jamais marché. Hanan, nous t'écoutons pour ta Donc présentation. voilà, une petite tribune, on va dire tranchante comme d'habitude. Alors engagez-vous et donnez un sens au triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Il y en a marre, Christophe. Il y en a marre, chers auditeurs et auditrices. Il y en a marre, chers compatriotes. Oui, toujours à pointer la faute sur les autres, ces politiques, ces dits hypocrites et robsistes qui ne comprennent rien à nos problèmes et sont juste là pour défendre leurs intérêts et carrières et qui en plus nous trahissent. Mais qui vous a demandé de voter pour eux? Et surtout,
pourquoi avoir voté pour eux. Mais nous, on ne vote pas, me direz-vous. Bah oui, c'est bien ça un des problèmes. Le vote des quartiers populaires est une mascarade à laquelle nous avons participé. D'une, pour ceux qui votent, vous ne vous assurez même pas ni de la qualité du programme et encore moins des qualités professionnelles des élus qui vont se retrouver à diriger nos villes. Il ou elle a une bonne tête. Un tel ou un tel nous a dit « Frère, sœur, vote pour lui, c'est un bon, t'inquiète, c'est pas un vendu lui. Il va y avoir du taf pour nous. » Et vas-y qu'on vote pour que finalement, quelques années plus tard, branle-bas de combat sur les réseaux sociaux, des vidéos nous montrent la politique clientéliste des héros d'hier qui allaient nous sauver des années communisme. Et ensuite, pire encore, ceux qui ne votent pas ou ne sont même pas inscrits sur les listes électorales. Je le redis, près de 70% d'abstention aux dernières législatives. À chaque élection, le record est dépassé. Alors à toi qui es écœuré, j'ai envie de te dire, bien sûr que je te comprends, mais le problème ne vient pas des autres, il vient de nous. Alors arrête les hypocrites et fais ton éducation politique, là est le problème. Donc voilà, cette tribune pour éveiller un petit peu les consciences. Oui. Donc avec nous, Nizar Bourchada, donc justement, qui a compris que l'engagement était important. Donc je lui ai donné le titre de la personnalité aux multiples engagements. Et effectivement, à son actif, il est conseiller municipal et communautaire depuis mars 2014 et exception, 100% de présence à l'ensemble des conseils municipaux. Donc sur la ville de Brie-contre-Aubert, donc une ville de 17 000 habitants. Il est membre des commissions finances, éducation, jeunesse et sport et emploi, rien que ça. Candidat aux élections régionales 2015 et législatives 2017. Il est aussi président du parti politique Français et Musulmans. Et pour finir, président de l'association Génération Brie, qu'il va nous présenter. Donc voilà, un bel engagement. Il s'occupe également de l'avenir de ses enfants en tant que délégué, c'est ça, de parents d'élèves en collège. Et professionnellement, il est cadre supérieur dans une organisation professionnelle et consultant en communication. Donc à toi la parole, Nizar. Donc ces multiples engagements, tu les as démarrés il y a combien d'années ? Alors merci Anan, merci Christophe. Déjà je voudrais commencer cette interview vraiment en rendant hommage à quelqu'un qui ce week-end, ça fait vendredi, s'est engagé et a donné sa vie, le colonel Beltrame. Rien de mieux que tel engagement. Il est arrivé major de promo à l'école de gendarmerie de Melun et voilà, dans sa carrière de gendarme, il a toujours été exemplaire. Et voilà, quoi de mieux comme engagement que de donner sa vie et d'être remplacé. Et voilà, c'est simplement une sorte de dommage. Oui, que j'aimerais commencer. Ça fait du bien ce genre d'image, même si effectivement ça lui a coûté la vie. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Voilà, c'était un engagement jusqu'au boutiste et donc voilà, je tenais à lui rendre hommage. Ensuite, plus personnellement, alors oui, je suis élu depuis mars 2014. Cette passion pour la politique, en fait, a commencé. Ça va un peu surprendre peut-être les auditeurs, mais ça a commencé avec le discours de Villepin à l'ONU. En 2003. Ça qui m'a beaucoup ému et qui m'a dit qu'au bout d'un moment, voilà, il fallait se bouger. Il fallait s'engager. Ensuite, l'engagement associatif, comme nous, parmi nous, j'ai commencé très tôt, l'âge de 15 ans. Et ensuite, c'est venu vraiment la passion pour la politique et au niveau local. En mars, je dirais 2013, je me suis engagé aux côtés de l'UDI. Aux côtés de Jean-Luc Borloo pour la campagne des municipales. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, je croyais vraiment au I de UDI, c'est-à-dire de indépendant. Aujourd'hui, l'UDI, hélas, même si de nombreux élus que j'ai côtoyés en Seine-et-Marne font du très 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 bon boulot, hélas, l'UDI était des porte-valises hier des Républicains et de l'UMP et aujourd'hui reste des porte-valises de Macron et c'est la seule ambition qu'il porte. Ensuite, donc en mars 2014, j'ai été élu à Brie. Aujourd'hui, je suis président du groupe d'opposition à travers une association qui s'appelle Génération Brie. On est une association qui, on est sans étiquette et aujourd'hui,
a quasiment 100% de présence au conseil municipal. On n'est pas du tout indemnisé, donc on reçoit 0 €. Je tiens à le souligner pour les électeurs parce que très souvent au quotidien on me dit oui mais c'est normal que tu sois présent parce que du coup t'es payé. Bah non, je suis pas payé du tout. C'est un engagement bénévole. Oui, ça existe en tant qu'élu. Et ensuite, je suis également élu communautaire. Donc ça, c'est communauté de communes, non pas communautaire comme me l'ont sorti à de nombreuses reprises pour la communauté musulmane. Non, c'est un engagement là aussi d'élu sur la communauté de communes de Loré de la Brie. Et voilà, tu as parlé, Hanen, de mon engagement et j'y tiens de délégué parent d'élèves. Donc j'ai été délégué parent d'élèves en primaire. Aujourd'hui, mes jumeaux sont au collège et donc j'ai suivi cet engagement qui me permet également de donner du temps sur des notions comme l'orientation, comme l'emploi, mais également des problématiques qu'ont les jeunes en collège pour s'orienter. Donc le fait de leur présenter les métiers, de les parrainer et de les aider à aller un peu plus loin. Alors on essaiera d'aller un petit peu plus loin. Je vais un petit peu poser des questions légèrement provocatrices, mais c'est un peu ma personnalité, tu vas apprendre à me connaître. Je suis venu pour ça. Fatima Kemilat aussi qui est avec nous, qui est doctorant donc en sciences politiques. T'as passé ta thèse à l'université d'Aix. Alors toujours pas de thèse, elle est pas encore passée. C'est ça que ça veut dire doctorante. D'accord. Ça veut dire qu'elle est en cours de rédaction et j'espère soutenue bientôt. Alors, ça va se porter sur quoi d'ailleurs cette thèse ? Alors, ma thèse porte précisément sur la question de la représentation des musulmans en France et à travers cette question, la question de l'organisation du culte musulman et notamment avec les récentes initiatives et projets portés par Emmanuel Macron, la question plus globale de savoir si nos représentants sont toujours très représentatifs ou non. Très bien. Un petit peu ton parcours, Fatima, au-delà de tes études, de tes brillantes études. Alors, au-delà de mes études, il y a un côté militante aussi qui se dégage en toi. J'ai toujours préféré le terme activiste. Ouais, parce d'accord. Que quand on milite, généralement on milite contre. Moi, j'essaie de m'activer pour une société plus inclusive notamment. C'est une belle définition, je la retiens. Ouais, non, mais je la retiens. Ouais, elle est pas mal. Elle est plutôt pas mal. Donc tu es activiste dans quel domaine ? Dans les domaines qui concernent plutôt l'antiracisme et également tout ce qui est féminisme et questions plus globales de la prise en compte des violences faites aux femmes et de la prise en compte de la sexualité féminine. D'accord. Pourquoi cette spécificité ? C'est des domaines qui te touchent tout particulièrement ou oui, en fait, je suis une femme racisée, donc je pense que la question du sexisme et du racisme, je la connais personnellement. Mais au-delà de ça, je pense que en fait, la question des dominations et j'allais dire l'exploitation des parties les plus faibles de cette société me touche beaucoup. Donc ça peut être la question homosexuelle, ça peut être la question validiste. Ça fait partie des choses validistes. C'est donc du coup le fait qu'on est dans une société qui est centrée autour des personnes dites valides et que du coup toutes les autres sont marginalisées. Donc en fait la question minoritaire globalement m'intéresse beaucoup, à la fois en tant que chercheuse et à la fois en tant qu'activiste justement. Très bien. Alors tous les deux se sont présentés à vous, chers amis auditeurs. Vous allez pouvoir évidemment poser vos questions, intervenir au 01 40 33 9000 dans cette édition spéciale. Je vous propose d'aborder notre premier terme pour parler de la sociologie électorale des musulmans de France, parce qu'on s'est aperçu finalement qu'il y avait pour certaines communautés ou certains lobbies un vote un tel. Bon, on va prendre des exemples. Est-ce qu'il y a par exemple un vote homosexuel ? Est-ce qu'il y a un vote juif ? Est-ce qu'il y a un vote chrétien ? Et y a-t-il un vote musulman ? D'après toutes les études, finalement, on s'aperçoit que pas vraiment. Ce vote musulman, il s'éparpille un petit peu partout. Et aujourd'hui, donc, il était intéressant peut-être de parler de ce sujet, d'autant plus, Nizar, que tu étais à l'UDMF, que tu as aussi ce parti français et musulman. Où en es-tu par rapport à tout cela d'ailleurs, Nizar ? Le parti français et musulman existe toujours et rapidement, en 10 secondes, il a fait de très très bons résultats aux dernières législatives. Sans parler de moi-même, mais sur une circonscription, quand on fait plus de 500 votes et quand on a les moyens qui sont les nôtres, on considère que c'est une très bonne de très bons résultats. L'ensemble des candidats français et musulmans, il y en a eu 6, 1 dans 94 et 5 dans le 93, ont tous été premiers
des petits partis. C'est-à-dire que même sur certaines circonscriptions, je vais parler de la mienne parce que je la connais par cœur, je suis arrivé devant le PS, devant Dupont-Aignan, je suis arrivé également devant le PR, nos partis radicales. Ouais. Donc ce sont des très très bons résultats. Donc oui, je suis complètement d'accord avec toi en disant il n'y a pas pour moi de vote musulman. On a des musulmans qui votent à droite, à gauche, chez Mélenchon, même au FN. Absolument. Par contre, je pense qu'il y a plus qu'avant d'ailleurs. Plus qu'avant. Ouais. Par contre, il y a une place aujourd'hui pour un parti qui prône bien entendu des valeurs musulmanes haut et fort, parce que ces valeurs-là sont complètement compatibles avec les valeurs républicaines. Politique, religion, est-ce que ça fait bon ménage, Nizar? Non, moi je suis pas un religieux, moi. Non, mais à partir du moment toujours ces amalgames qui reviennent. Attendez, j'ai pas de diplôme, j'ai pas dit mama. Non, mais à partir du moment où vous mettez le mot musulman dans le parti, dans le nom du parti, c'est qu'il y a une connotation quand même. Bah le musulman aujourd'hui et on le voit à tous les jours dans votre émission, aujourd'hui particulièrement, on a des activistes qui effectivement sont musulmans et pour autant ne sont pas des religieux. Des musulmans, on va leur trouver à travers des parcours associatifs, des parcours divers et variés. Après moi par exemple, effectivement, je m'autoproclame musulman, mais c'est pas pour autant que je mets en avant le côté religieux du terme musulman. Après, si on doit prendre un côté religieux pour répondre concrètement à ta question, effectivement, on s'inspire de valeurs et d'une éthique musulmane pour mener des actions, mais également pour bâtir un programme. Et ce programme-là, il est complètement reconnu à travers des non-musulmans ou des musulmans tout court. Alors, c'est intéressant de poser cette question à Fatima, qui travaille justement sur le sujet quelque part. Est-ce qu'il y a, Fatima, selon toi, un vote musulman? Est-ce que un parti dit musulman a sa place dans le paysage politique, ou est-ce que, comme j'allais dire beaucoup, on est plus à croire à finalement d'essayer d'infiltrer les partis existants pour essayer de se faire une place? Alors il y a au moins 3 sous-questions dans la question. Je suis comme ça, je te livre ça tout. Non mais c'est très bien. Sur le premier élément, sur la question du vote musulman, moi je pense que c'est une question qui est tout à fait légitime. Il y a plus de 5 millions. Alors c'est très difficile d'obtenir des chiffres sur les Français de confession musulmane en France, mais on considère qu'il y a à peu près 5 millions de musulmans en France et à peu près 5% du corps électoral. Et c'est d'autant plus important qu'on sait qu'aujourd'hui les partis politiques gagnent avec de très très faibles finalement avances et que elles ont tendance à se disputer ce potentiel, j'allais dire, segment de l'électorat français. Enfin, est-ce qu'elles se le disputent? Je ne suis pas sûre. En tout cas, il existe et au niveau local, on sent que les différents candidats s'y intéressent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire parler de vote musulman? Là, il y a plusieurs difficultés. Il faut savoir que les musulmans, ils ont des caractéristiques ou des spécificités sociologiques qui sont propres à l'histoire des Français de confession musulmane. C'est-à-dire que beaucoup d'entre eux sont très jeunes, déjà. C'est une des particularités de cet électorat. Une autre particularité, il y a plus d'hommes que de femmes, en tout cas dans cette pseudo-communauté en France. Puis beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui majoritairement, même si c'est en train de changer, font partie du tertiaire, c'est-à-dire qu'ils ont des emplois qui sont plutôt ceux d'employés justement, ou qui sont plutôt dans les classes sociales plus basses et dans des secteurs aussi particuliers de la France. Et aussi, ils sont généralement des personnes de couleur ou ce qu'on dirait des personnes racisées. Donc tous ces éléments vont avoir tendance à impacter leur vote. Quand on est un homme, on a tendance à pas tout à fait voter de la même manière que quand on est une femme. Quand on vient de la périphérie des villes plutôt que du centre-ville, on vote pas de la même manière. Quand on a des revenus différentiels, ça aussi, ça change. Donc une fois qu'on a réussi à neutraliser toutes ces variables, qu'est-ce qui reste de spécifique dans ce qu'on appelle le vote musulman? Et ça, c'est généralement une des questions qu'on entend. Alors moi je dirais que les musulmans ne votent pas plus avec leur Coran que les chrétiens votent avec leur Bible en main lorsqu'il s'agit d'être devant le présentoir et devant l'urne. Néanmoins, on retrouve qu'il y a un certain nombre d'enjeux qui sont plutôt spécifiques aux personnes qui se qualifient ou qui se reconnaissent comme étant musulmanes, notamment les questions liées à l'islamophobie et les questions qui sont liées à certains secteurs internationaux comme la question syrienne ou la question palestinienne. Et ça, il est indéniable que ça joue aussi dans les choix électoraux, mais bien souvent ça vient valider des choix électoraux qui sont, j'allais dire, déjà faits et qui sont dans des dynamiques familiales. C'est ce qu'on appelle le tropisme à gauche des musulmans de France, c'est-à-dire qu'en grande majorité, les Français de confession musulmane, en tout cas pour ceux qui votent, votent à gauche, et ça s'explique aussi pour des raisons, j'allais dire, d'affinité et pour des raisons aussi familiales.
Oui, alors on sait pendant des années, chers amis, que les musulmans avaient tendance à voter à gauche. Hein, ça c'était, j'apprends rien à personne. Et puis il semble effectivement qu'avec ces différents changements et ces différentes questions qui se sont invitées aussi, eh bien maintenant on constate finalement qu'ils se soient un peu éparpillés. Donc 5 millions visiblement de personnes de confession musulmane, ça pourrait représenter un lobby. On pourrait éventuellement parler, si toutefois c'était organisé, si toutefois c'était centralisé, on pourrait peut-être parler d'un vote musulman. Comment expliquer, Fatima, c'est à toi que je pose la question, ensuite Nizar pourra aussi rebondir, comment expliquer que le fait que ces 5 millions, qui sont quand même un chiffre important, ne soit pas, j'allais dire aujourd'hui, un espèce de lobby et peut-être aussi un moyen de peser et de se faire entendre et respecter par là même aussi, tiens. J'allais dire, il y a la réponse dans la question, dans le sens où on part du principe qu'il n'y a pas cette organisation et on part du principe qu'il faudrait qu'il y en ait une. Et là où ça devient intéressant, et c'est un petit peu aussi pour faire un pied de nez à l'article qui a été publié dans le Figaro et signé par des soi-disant intellectuels, qui revenait sur le séparatisme de la communauté musulmane. Je pense que les dynamiques de vote de la communauté musulmane montrent bien qu'il n'y a pas communauté, si ce n'est une communauté spirituelle, dans le sens où finalement il y a des difficultés à s'organiser parce que probablement que les musulmans ne voient pas pourquoi ils devraient s'organiser d'abord et avant tout par rapport à leur affinité religieuse. Il y a plein d'autres éléments qui rentrent en compte. Vous le dites très bien, il y a progressivement une diversification en fait des profils chez les personnes de confession musulmane et cette diversification fait que en fait on peut avoir la même religion mais pas du tout la même manière de voir sur des questions de société, pas du tout la même manière de voir les choses sur les questions économiques ou sur encore les questions liées à l'éducation et ça se ressent du coup dans le domaine électoral. Nizar, sur cette question précise, sur le fait que malheureusement il n'y ait pas d'unité ou plutôt un espèce de lobby autour de ces 5 millions. Alors, je sais que ce sera évidemment impossible de faire voter 5 millions de personnes pour un même parti, mais en tout cas une grosse majorité aujourd'hui, on s'aperçoit que ces 5 millions, bon, ils sont là, mais ils ne représentent pas grand-chose finalement dans le corps électoral. D'autant plus si on y rajoute le taux d'abstention dans les quartiers dits populaires et dans les quartiers où il y a une concentration, j'allais dire, de personnes de confession musulmane en particulier, le taux d'abstention est record. Alors deux choses, moi. Une première chose par rapport à ce que vient de dire Fatima, je pense que c'est la véritable démonstration par A plus B que, même si je déteste ce mot, on est complètement intégré. Le fait que effectivement c'est pas parce qu'on a la même religion qu'on va voter de la même façon, il n'y a pas plus français que nous, parce que c'est exactement les Français à droite, à gauche, de temps en temps, localement, ils ne votent pas de la même façon au régional qu'aux élections locales ou qu'en une élection législative au niveau national. Donc ça, déjà, premier point à tout, premier pied de nez à tous ceux qui encore nous répètent que il va falloir que la communauté s'intègre. Alors, pardon de te couper, ça veut dire qu'aujourd'hui un homme politique qui va essayer de brosser les musulmans dans le sens du poil, ça risque de ne pas marcher finalement. Mais c'est en ça que justement il faut arrêter cette politique du clientélisme. C'est en ça qu'il faut arrêter au niveau local, je vais être un peu cru, d'avoir pour seule ambition, de passer d'un F2 à un F4. Tout ça parce que un candidat. Ça existe, hein. Mais bien sûr, le sait, à Évry par exemple, pour Valls. Bien sûr, non, ça existe. Je le dis tranquillement. Hein. Mais c'est vrai. Et aujourd'hui, il faut je pense, prôner l'intérêt général plutôt que l'intérêt personnel. Il faut pas voter parce que un tel nous a fait des promesses, ou alors on sait de toute façon que ces promesses-là ne seront 3/4 du temps pas tenues. CF la ville de Clichy. Et ensuite, pour rebondir par rapport à ta question, c'est de se dire que sur la communauté musulmane, je pense véritablement que il s'agit autre chose. Il faut leur parler comme s'adressant à des vrais électeurs, à des électeurs qui déjà doivent s'inscrire sur liste électorale, des électeurs qui doivent se déplacer pour s'engager véritablement sur un projet, adhérer à un projet, et c'est ce qu'on a essayé de construire, en tout cas chez Français et Musulmans, c'est de leur donner, de leur parler éducation, emploi, de leur parler logement, et voilà, vous voyez nos 99 mesures, il n'y en a aucune qui parle d'islam. Anan Zawani, qui est très attentive à tout ce qui se dit.
Alors moi sur ce sujet-là, ce que je retiens, moi mon avis est beaucoup plus négatif que celui de Nizar et de Fatima. Moi ce que j'ai constaté quand même, et dans la ville où je me suis présentée, mais également sur d'autres villes, c'est qu'on a un vrai problème à mobiliser les gens des quartiers, qu'ils soient musulmans ou pas. Donc le travail a été fait, il a été fait par le Parti français musulman, mais il a été fait déjà 30 à 40 années derrière par d'autres partis de l'immigration, etc. Mais qu'aujourd'hui, on n'arrive absolument pas à mobiliser ces jeunes et ces moins jeunes, ces parents, et que le travail qui est à faire, pour moi, c'est un travail d'éducation politique. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, je suis rentrée dans la politique très tardivement, je m'y suis intéressée il y a à peine quelques années, et au sein de ma famille, on m'a jamais parlé politique. La différence qu'il y a avec les personnes qui habitent les quartiers populaires et les personnes qui habitent les zones aisées, c'est que dans les zones aisées, déjà le taux d'abstention est beaucoup moins important parce que ils ont cette éducation politique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sur en fait une démocratie de l'abstention. Donc oui, il y a un taux d'abstention qui est important, mais pire encore, il y a énormément de personnes, et notamment dans les quartiers populaires, qui ne sont même pas inscrits. Et même à l'intérieur des villes, par exemple, si on prend la ville de Bobigny, on a certains quartiers qui sont encore moins bien lotis que d'autres. Et là, le taux, il chute encore plus. Donc, je sais pas quelle est réellement la solution. Moi, je pars du principe que, effectivement, on est engagé, on est activiste, Fatima. Donc, on a cette responsabilité-là de faire passer les messages. Au sein de la radio, ça fait quand même, moi, près d'un an que je suis là, toi sur l'ULGF, depuis 2012 que tu diriges cette émission, tu as toujours mis en avant ces messages, et malheureusement je vois pas de changement efficace. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? J'en sais rien. Persévérer, comme j'ai toujours dit. On persévère, et puis peut-être chercher la bonne action et savoir comment est-ce qu'on va toucher cet électorat-là. Donc effectivement, par le biais du Parti français musulman, on a eu des bons résultats, et j'en suis extrêmement fière, mais peut-être qu'on n'a pas encore réussi à toucher le cœur des gens. Donc sur quel axe on doit travailler pour justement toucher le cœur des gens? Et c'est en réflexion, mais j'engage tout un chacun à mener cette réflexion déjà personnelle, à s'engager en bas de son quartier, donc déjà dans la vie de son quartier, son bâtiment, etc. Et puis après à évoluer, aller vers le parti de En Marche ou Français musulmans ou la France insoumise, peu importe. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de s'engager politiquement et de parfaire son éducation politique. Alors, ce qui est intéressant, tiens, je vais poser la question. Fatima, elle voulait réagir. Oui, Fatima. Oui, je voulais réagir parce que la question de l'engagement, elle est très importante et elle me touche, et j'ai tendance à ne pas vraiment apprécié quand on insinue qu'il y a un manque de motivation de la part des catégories les plus populaires ou de la part des personnes de confession musulmane. En fait, ce serait faussement donner l'impression que on part d'un point de vue qui serait un point de vue d'une base qui serait égalitaire entre les personnes qui seraient d'un milieu aisé et les personnes qui seraient d'un milieu pauvre, en disant finalement il y a des bureaux de vote dans les quartiers riches et dans les quartiers pauvres, donc en fait on peut tous aller voter, on est tous et toutes égales devant le vote. C'est faux. Oui. Il y a des coûts très importants dans le vote. Il y a le transport, il y a le fait d'être inscrit. Pour savoir comment s'inscrire, il y a le coût de l'information. Et même s'il y a des démarches qui sont très intéressantes et très importantes qui sont faites par des personnes, par des personnes ou des associations qui vont dans le sens de l'inscription, ça c'est quand même un coût à part entière, parce qu'il y a même tout un protocole autour du vote et on se rend pas forcément compte que parfois on se sent finalement délégitimé ou exclu de ce genre de procédure. Mais au-delà même de ça, à travers la question si on va au-delà de la question procéduriale et simplement de l'information, et qu'on s'intéresse au coût émotionnel du vote. Et là, je sais que c'est généralement quelque chose dont on parle pas, mais le vote, ça a aussi un coût, et ce coût, c'est l'espérance. Oui. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on distille à chaque élection un peu d'espérance pour ces personnes de quartier qui ne voient pas leurs conditions changer. Et vous savez, vous avez plusieurs chercheurs, notamment des chercheurs américains, qui sont intéressés à la question du coût de l'espérance, notamment pour les communautés afro-américaines. Et elles montrent très bien ça. Elles disent que finalement, on ne peut pas motiver les gens contre. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté de parler de militantisme, mais que je parle d'activisme. Il faut les motiver
pour. Leur dire il faut faire barrage au FN, leur dire il faut faire barrage à Macron parce que s'il vient il va couper les allocs, etc. Ça marche plus vraiment en fait. Ce qui marche, c'est la question de l'espoir, et encore que, comme je le disais, l'espoir ça a un coût, et quand on voit pas d'impact sur sa vie quotidienne, quand on est trop occupé à essayer de survivre, ce genre de choses, eh ben on n'a plus envie de les suivre et de les écouter. Alors l'espoir, on va attendre un petit peu, ma chère Fatima, parce que j'ai la pub là qui arrive ça tout de suite. Ça n'attend pas l'espoir, bon sang. Ah pardon. Non, je vous en prie. Fatima Kemilat qui est avec nous, ainsi que Nizar Bourchada. On a tenté d'effleurer donc cette première thématique avec vous, chers amis auditeurs. Je rappelle que vous pouvez poser des questions. Nizar, juste avant la pub, rapidement, j'avais eu à recevoir, je crois, le premier parti où il y avait le mot musulman dedans. Et je m'étais dit, mais ça va cartonner et tout. Et j'avais été surpris de voir le contraire. Les auditeurs étaient absolument critiques quant à mettre le mot musulman dans un parti politique. Ça, c'est une réalité que j'ai ressentie auprès du grand public. D'ailleurs, vous pouvez nous appeler, vous qui écoutez dans la voiture, à la maison, pour nous donner votre avis sur le sujet. 01 40 33 9000. Personnellement, je te le dis honnêtement, j'ai jamais cru à un parti politique confessionnel ou avec un mot, j'allais dire, qui se rapporte à une religion ou quoi. Je suis plus, même si c'est difficile, d'aller essayer de s'infiltrer dans les partis existants, ou pourquoi pas d'ailleurs créer son propre parti, mais en occultant complètement l'aspect d'un mot qui se rapporte à une religion. Ça, c'est mon avis, et ça se discute. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. À tout de suite. LGF spécial, engageons-nous jusqu'à 18h avec Hanan Zawani et nos invités que sont Nizar Bourchada et Fatima Kemilat. On dit Kemilat d'ailleurs ? Kemila ou Kemilat, en fait en arabe c'est un tamarbouta, vous pouvez dire le T ou pas, c'est pareil. D'accord. Fatima Kemila, c'est joli. Voilà, comme vous voulez. D'accord. 01 40 33 9000. Évidemment, pour intervenir, posez vos questions, bien sûr. Je vous la pose volontairement, cette question. Est-ce que vous pensez possible le fait d'avoir le mot musulman dans un parti ? Je sais que c'est une question que j'ai déjà posée, Nizar, et qui avait recueilli des avis assez négatifs pour le coup. Alors peut-être que ça a changé. Nizar, là-dessus justement, sur le fait de mettre le mot musulman dans un parti politique, quelle est ta position, toi ? Non, mais clairement, de toute façon, c'est pas forcément ma position, mais déjà rien que... En l'occurrence, c'est à toi que je la pose, donc... Moi, je vais certainement être porte-parole du groupe qui a constitué Français et musulmans. Ça a fait longuement débat, et quand je dis longuement, on était tous absolument pas d'accord pour différentes raisons. Ça part bien déjà. Mais c'est ça, c'est la diversité du débat. C'est mieux, effectivement, c'est une question vraiment qui tranche. Alors pourquoi finalement on l'a mis? On l'a mis parce que déjà il est conjugué avec le mot français. C'est pour faire un pied de nez également à ceux qui nous considèrent que juste musulmans et qui pensent que musulman c'est une nationalité et qu'on vit tous en musulmanie. Ensuite, on a mis le mot musulman en deuxième. Alors, on dit toujours les meilleurs pour la fin, mais on l'a mis en deuxième pour justement faire écho non pas au côté religieux du mot, mais bien au côté citoyen. Le musulman est un citoyen à part entière. Et quand on a décidé de le mettre Christophe, c'est également pour, et je le rappelle, quand j'étais à l'UDMF, et quand on a fait la campagne des régionales en 2015... Parti que tu as quitté, l'UDMF. C'est, oui, pour des questions d'indépendance que je pourrais revenir tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Mais en 2015, on était également également on avait vécu des attentats, et on était en pleine campagne, et quand on a fait les marchés, je me rappelle à une semaine après les attentats du mois de novembre 2015, quand on a fait le marché de Villeneuve-Saint-Georges, effectivement on y allait avec les piliers du parti. Pourquoi ? Parce qu'on savait très bien qu'il y avait des risques à ce qu'on nous prenne à partie, qu'on nous insulte, et donc au bout d'un moment il fallait assumer. Et finalement, Christophe, c'est là que je suis complètement pas d'accord avec toi. Et on a eu un accueil, mais je pense que c'est l'un des meilleurs jours de ma vie. C'est que je pense que effectivement, en distribuant les tracts, on a eu des remerciements. Merci de revendiquer cette citoyenneté. Merci de nous représenter. Merci de haut et fort que l'on condamne, et on n'est pas comme ça. Merci, et on a eu que des remerciements. Et ce jour-là, il y avait tous les autres partis également qui avaient repris la campagne. On les a complètement évincés. Il y avait France 3, il y avait Le Parisien. On a eu un article essentiellement pour nous. Et c'est ça finalement qui fait que aujourd'hui on a décidé d'aller jusqu'au bout
et de l'assumer, ce mot. Parce que mine de rien, finalement, quand on parle de l'islam dans les médias, hélas, dans l'écrasante majorité des médias, c'est en mal. Et moi aujourd'hui, je suis assez fier d'être musulman. Je le dis de mon côté professionnel, mon côté personnel. Tout le monde le sait. Et c'est aussi une histoire de comportement. Et un comportement fait que souvent on me rabâche. Ouais, mais c'est un vote communautaire, Nizar. Non, c'est là que je suis pas d'accord avec toi. Alors Christophe, moi juste pour rebondir, effectivement, je rejoins Nizar dans son analyse. Quand on est sur un débat de fond et quand on est face à face avec des citoyens, des journalistes ou peu importe, et qu'on a le temps justement d'expliquer la démarche, qui est qu'en fait, parce qu'il y a eu un problème politique, on a apporté une réponse politique, et que aujourd'hui, en tant que Français de confession musulmane, on revendique notre appartenance à la nation. Ça se passe très bien. Voilà, il suffit d'aller étudier le programme, ça se passe très bien. Par contre, d'un point de vue national, sur les réseaux sociaux notamment, là, l'accueil il est plus que mitigé. On est hyper attaqué. Stigmatisés, les amalgames sont divers et variés. Donc aujourd'hui, moi, je me pose sincèrement la question, effectivement, de me dire, vu les résultats, même s'ils ont été bons, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un véritable complexe, justement, de la part des citoyens français de confession musulmane, en fait, à revendiquer cette appartenance pour justement lutter contre l'islamophobie et pour être actif aussi sur des points positifs, donc notamment l'emploi, etc. On en a déjà parlé. Moi, j'ai l'impression quand même, et on le ressent même à travers les réseaux sociaux, le peu de fois où j'interviens sur des commentaires, tout de suite on me ramène à ça, on me dit oui, mais c'est un vote qui est trop communautaire. Donc aujourd'hui, ce que tu dis, puis on invite de toute manière les auditeurs aussi à nous appeler. Oui, c'est une étiquette qui est très difficile à porter. Donc ce travail de fond, on l'a fait. Est-ce qu'il va porter ses fruits à terme? L'avenir nous le dira. Toujours est-il que cette question-là de revendiquer notre appartenance en tant que musulman parce qu'on est stigmatisé, oui, elle touche les personnes qu'on va rencontrer, parce qu'effectivement, ils se sentent pas du tout représentés par les partis dits traditionnels. D'accord. Fatima, là-dessus, justement, sur cette question-là précise. Ton avis? Alors, à nouveau, moi j'aurais tendance à dire, et surtout, pas faire comme si les musulmans c'était un isolat social, quoi. Et qu'ils évoluaient un petit peu en dehors de la société. Tu le disais très bien tout à l'heure, Nizar. Finalement, c'était le meilleur exemple qu'ils font partie de l'ensemble de la société. Donc, ils vont aux mêmes écoles, et quand ils allument la télé, ils regardent en général les mêmes JT. Quand ils allument leur radio, souvent les mêmes radios, j'espère aujourd'hui France Maghreb 2. Qu'est-ce que ça nous dit? On est quand même dans une société dans laquelle il est très très compliqué de parler de la question de l'islam et de se revendiquer musulman. C'est presque devenu un gros mot de dire qu'on est musulmane ou de dire qu'on est musulman, avec tout ce que ça veut dire en termes de stigmatisation sociale, professionnelle, économique et aussi raciale. Et c'est vrai que ça devient très intéressant parce qu'aujourd'hui on a une distinction qui n'existe quasiment pas dans les autres religions, qui est la question du cultuel et du culturel. Donc quand on est en musulman, il faut bien préciser, non mais moi c'est plutôt le côté culturel, hein. C'est comme la Fondation de l'Islam de France, on va s'occuper de certaines activités culturelles, on est très content de financer les scouts musulmans, etc. Mais par contre, on ne s'intéresse pas et on veut surtout pas s'intéresser à la question culturelle comme si là, il y avait danger. Les personnes de confession musulmane, elles ont juste bien appris leur leçon et elles savent qu'en France, aussi, et ça c'est plus global à l'histoire de France, la question du républicanisme fait qu'il est très très difficile de revendiquer une religion ou en tout cas une facette de son identité avec l'identité nationale en général. On fait comme si c'était une équation à somme nulle, et plus on était musulman et moins on était républicain. Donc les musulmans et les musulmanes, ils ont côtoyé, eux aussi sont allés sur les bancs de l'école, eux aussi travaillent et eux aussi vont boire leur café avec leurs collègues, et ils sont face tous les jours au fait qu'on leur renvoie que le républicanisme ne leur permet pas d'afficher ou en tout cas de revendiquer haut et fort leur religiosité. Donc ça m'étonne pas du tout que l'accueil soit un accueil plutôt mitigé quand on parle d'un parti musulman, d'autant plus que je rappelle qu'il y a quelques années, Michel Houellebecq justement publié un livre qui s'est extrêmement bien vendu, où il parlait de la création d'un parti musulman et il parlait du fait que bien la France allait se chariatiser. Donc si vous voulez, ils veulent pas trop de problèmes. Bien sûr que c'est des fantasmes. Juste 30 secondes
si Oui, tu me Nizar. permets de réagir, Oui. Christophe, je vais quand même illustrer tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, et justement qui fera complètement écho à la thématique du jour, engagez-vous. Aujourd'hui, à Brie-Contrebert, Christophe, quand je me promène dans la rue, quand je vais dans les commissions, quand je vais dans les écoles, je fais débat avec les briards, on ne me voit plus comme un musulman, et j'en suis super content. On dirait T'as bien O.J. travaillé. Simpson. Non, mais c'est un truc de mais fou. O.J. Simpson, C'est il ça. disait, je ne suis Mais- pas noir, je suis O.J. Eh Simpson. ben, Non, je Nizar, suis désolé. il Aujourd'hui, faut on me regarder voit les en choses tant en face. qu'élu. Bien sûr Nizar qu'on te Bourchada, regarde en Briard. tant que musulman. Non, je suis Mais bien désolé. sûr que oui. Quand Et j'interviens c'est pas un en mal conseil en soi. municipal, en fait, c'est même pas ça, c'est que tout le monde sait que je suis président du Parti français musulman. Tout le monde sait que je me suis engagé dans les régionales. Les régionales, c'est une élection en Île-de-France. Il y avait toutes mes affiches à Brie. Tout le monde sait que dans les législatives également, j'ai porté également la voix de Français et musulmans. Sauf qu'à Brie, j'ai écrit 50 tribunes. Il n'y en a pas une qui parle d'islam. Et à Brie, les Briards, en tout cas, ont complètement compris mon engagement qui est aux multiples facettes. Et ma victoire, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'à Brie, je me sens très bien. Nizar, je suis parfaitement d'accord avec toi et je te rejoins. Alors pourquoi s'être compliqué la tâche, la vie, j'ai envie de dire, en y rajoutant ce mot? Tu aurais pu évidemment très bien créer ce parti, ce mouvement, sans que apparaisse ce mot, avec des gens qui soient issus de la diversité, et peut-être que l'accueil aurait été encore plus important et que tu aurais pu élargir, j'allais dire, davantage. Parce que ce mot musulman, que tu le veuilles ou non, c'est une barrière aujourd'hui. Moi, je le vois pas comme ça. Après, en termes de stratégie, communication, je pense que le mot musulman nous a permis également d'avoir des articles dans le Figaro, des articles dans le Parisien, de faire appel à toute la presse nationale et d'être d'autant Parce plus que connu. une de leurs peurs venait de se révéler avec la création du Je leur ai parti. donné ce qu'ils avaient envie d'entendre simplement. Et Alors. donc, et après, quand ils grattaient, moi j'ai eu Charlie Hebdo au téléphone. J'ai eu également d'autres journaux. Systématiquement à la fin, les journalistes me disaient ah bon, c'est que ça. Et finalement Ah oui, l'article ils n'allait sont même partis pas avec une intention qui était peut-être pas mais forcément bien sûr. la bonne au départ. Ceci étant, évidemment, c'est un combat qui se respecte et nous on est là pour échanger, même si on n'est pas d'accord, on le fait évidemment. Mais je dis pas qu'on est Pour dans faire la avancer, vérité. Hein. mais moi non plus. Mais jamais j'ai prétendu. Alors justement, c'est intéressant. Anan, Nizar et Fatima, on va prendre l'avis d'un membre de l'équipe LGF qui lui est élu à Gennevilliers au sein de la France Insoumise que Salut, vous connaissez Nasser. bien. Nasser Lajemi, bonjour. Salut à toute l'équipe, salut à Nizar, salut à Fatima et Hanan, bien évidemment. Alors, sur cette question et sur cette thématique là que nous abordons depuis tout à l'heure, sur le fait de s'engager, tu es le premier à dire oui, hein, évidemment. Il y a aucun doute là-dessus, bien évidemment qu'il faut s'engager et je pense que c'est important, c'est la base de tout d'ailleurs. Par contre, oui, effectivement, il faut rester d'ailleurs optimiste parce que j'écoute le débat depuis tout à l'heure qui est très riche d'ailleurs et très intéressant parce que ça apporte aussi à avoir des échanges de contradictions entre ce qu'on peut entendre et ce qu'on peut constater aussi sur le terrain, parce qu'il y a aussi la réalité des choses. Moi, je suis pas forcément favorable. Je veux juste revenir sur quelques trucs qui ont été dits juste avant concernant si on doit utiliser le mot musulman dans des partis politiques, etc. Moi, je ne suis pas forcément favorable pour ça. Je l'explique pourquoi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément musulmans et qui pourraient se retrouver dans ce que on va dire les musulmans défendent au quotidien. Et ça porterait une barrière à une partie de la population qui serait prêt à s'engager autour de ça. Le deuxième point, le point le plus important pour moi, c'est je considère qu'il faudrait s'imposer dans des partis politiques et essayer de faire changer les mentalités. Après, ça reste un point de vue personnel, bien évidemment. Je sais que ces questions-là, et je parle en connaissance de cause. Alors une Pardon, question, Nasser, Nasser, justement. je vais te questionner, Nasser. Concernant la France insoumise, donc toi, on connaît ton engagement en tant qu'élu local. On a l'occasion de t'entendre semaine après semaine à travers tes tribunes. Et demain Donc aussi. effectivement, et demain, voilà. Donc effectivement, t'es engagé sur les problématiques des quartiers populaires. Populaire. Tout à fait. Voilà. Alors question en fait, quelle est la place des problématiques des quartiers populaires au sein de la France insoumise? Moi aujourd'hui, en toute sincérité, j'ai pas l'impression qu'il soit hyper pertinent là-dessus. Alors, juste une chose, un parti politique, il faut le faire vivre. Quand Oui. il faut le faire vivre, c'est qu'il faut qu'il y ait aussi des gens des quartiers populaires pour la faire changer, cette mentalité. On parle pas des quartiers populaires dans ces partis politiques. On en parle très peu d'ailleurs. Ou c'est peut-être des gens qui parlent des quartiers populaires mais qui ne connaissent rien sur le terrain. Donc ils sont très loin de la réalité. Et ça, c'est vrai, c'est un vrai problème. C'est comme dans tous les partis politiques qu'on a aujourd'hui, hein.
Donc la question se pose, Nasser, quant au fait de l'entrisme, on se l'est posé nous-mêmes, des citoyens bien plus âgés que nous qui se sont engagés, on fait de l'entrisme. Au bout du compte, ça reste un échec. Les problématiques des quartiers populaires n'ont jamais été traitées en réalité. Mais Hanan, je le vois pas de cette manière-là. Je vais t'expliquer pourquoi. Oui. Si on doit faire une comparaison entre ce qui existait dans les années 80 et aujourd'hui, on peut constater qu'il y a une grosse évolution. Ça veut dire qu'on a beaucoup de gens qui sont de confession musulmane et qui sont engagés et qui sont élus aujourd'hui dans des partis politiques. Oui, très bien, mais le plafond de verre, il existe aujourd'hui, Nasser, c'est bien beau d'être... Le plafond de verre, il existe aujourd'hui. C'est bien beau d'être élu municipal, bravo, félicitations. Aujourd'hui, la réalité, c'est que dans les postes plus importants, notamment même en tant que maire, ça reste l'exception. On a un maire Asta, bravo, félicitations à lui. On a eu quelques ministres, Rachida Dati et compagnie, bravo à elle, mais du coup nos questions à nous complètement évincées. T'en penses quoi, toi, Nizar? Moi, simplement, juste pour réagir par rapport aux propos de Nasser et rappeler aux auditeurs, j'étais conseiller national à l'UDI. Voilà, c'est ce que je demande. J'allais dire, moi, t'as eu l'avantage d'essayer cette pratique d'infiltrer. C'est pas rien. J'étais également membre du bureau de l'UDI Seine-et-Marne. J'avais certaines responsabilités. Si j'avais continué au sein de l'UDI, oui, on m'avait assuré d'avoir une petite place au chaud dans la liste de Pécresse au régional, mais j'étais absolument pas audible. Et quand j'ai porté la tête de liste avec l'UDMF, dont j'en suis complètement fier, là, j'ai été complètement audible. Je pense que Nasser, toi, ton engagement que tu fais à Gennevilliers et qui est très remarquable et franchement, je t'en félicite. Si tu avais l'occasion de pouvoir en une fraction de seconde de le démultiplier au niveau national, je pense que t'aurais sauté sur l'occasion. Effectivement, c'est un travail à long terme. J'aurais pu rester, avoir ma petite place dans la liste de Pécresse, être conseiller régional, voter comme on me le dit. Elle me dit de voter à droite, il faut voter à droite, à moitié voter à gauche, il faut voter à gauche, mais je suis pas un pantin en fait. Je suis pas un pantin dans un parti, donc au pire, oui, un parti sans le mot musulman. Et là aujourd'hui on a choisi la facilité avec le mot musulman. Fatima va intervenir. Nasser, Fatima, Kemila. Oui, en fait ce débat il est très intéressant, mais en fait moi j'aime beaucoup m'intéresser à la question américaine où les questions des minorités et notamment du vote pour les minorités elles se posent depuis 200 ans. Et en l'occurrence il y a un ouvrage qui a été fait par l'un des pères de la sociologie aux États-Unis. D'ailleurs c'est le premier Afro-américain à avoir eu son doctorat à Harvard, c'est W.E.B. Du Bois. Donc c'est Webb Dubois comme il est connu en France et il a écrit un livre qui s'appelle Les talentueux 10%. Pourquoi cet ouvrage il est intéressant? Parce que il était partisan de la théorie qui est la suivante: si on prend 10% de n'importe quelle minorité et que ces 10% on les met dans les classes les plus favorisées ou en tout cas ils deviennent les 10% les plus hauts à l'échelle des positions sociales, eh bien ça va tirer vers le haut la dite minorité. Le problème c'est qu'on a vu avec le temps que la théorie de Webb Dubois c'est des vœux pieux, mais que ça a assez peu d'efficacité. Parce qu'une fois qu'on a ces 10% de la minorité qui arrivent au sein des structures dominantes, eh bien, ils finissent par penser comme les dominants. Et comment ça pense un dominant? Ça pense en termes de profit, ça pense en termes d'avantages, ça pense en termes de privilèges. Et ça ne répond pas à la question de fond, qui est pour moi la question de la conscientisation. Ce qu'on veut, c'est pas plus de quantité, c'est plus de qualité. Et c'est quoi plus de qualité? C'est sensibiliser nos élites, peu importe lesquelles d'ailleurs, si on parle des élites féminines, si on parle des élites de personnes racisées, si on parle des élites de personnes handicapées, eh bien que ces personnes soient sensibilisées à la question politique et qu'elles gardent finalement un cœur d'opprimé, même en étant parmi les oppresseurs. Oui, mais moi je te rejoins, pas de souci. Mais par contre, que de sensibiliser que les élites, c'est absolument pas suffisant. Aujourd'hui, le travail de sensibilisation, voilà, justement, il doit être fait auprès de tous. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'y arrive pas, c'est qu'effectivement, on a les 10% qui oublient leurs priorités, en tout cas leur premier engagement, et que derrière la masse populaire, il n'y a pas d'éducation politique. Donc moi aujourd'hui, mon vrai questionnement, c'est là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à une éducation politique au sein des quartiers populaires, de manière à ce qu'on ait effectivement un nombre important qui s'engage, et de là sortira effectivement la qualité. En tout cas, c'est une question de gauche. Je ne sais pas si éventuellement toi t'as la réponse, Nasser. On l'a pas trouvée. Nasser Lajili.
Non, alors moi c'est pas, j'aurais pas la réponse. Après, par contre, je vais te donner mon point de vue là-dessus. Nizar tout à l'heure expliquait un point qui était intéressant. Sur Gennevilliers, je prends un exemple. J'ai fait exactement à peu près le même parcours. Quand je dis le même parcours, on va dire, moi on est venu me chercher. Voilà, on est venu me chercher en 2008 pour rentrer dans une majorité municipale. Je l'ai accepté, mais dans l'intention de faire modifier les mentalités qu'il y avait à l'intérieur. Ce qui était extrêmement difficile et présomptueux compliqué. Pour le coup. Et par la suite, j'ai décidé de quitter cette majorité et faire ma propre liste avant même que je sois à la France Insoumise. On arrive deuxième dans notre commune. On arrive deuxième sur 9 candidats. Donc tous les partis traditionnels qu'on a l'habitude de voir à la télé, etc., ils étaient tous derrière nous. Ce qu'on a essayé, en gros, tout simplement, c'est qu'on a imposé un rapport de force face à ces politiques. Mais pour en arriver là, pour nous, c'était d'aller faire du terrain, mais du terrain pas en période électorale, mais du terrain dans les 5 ans. Pendant 5 ans, les familles, les habitants étaient parmi nous. Donc on essayait de les sensibiliser à s'intéresser à la vie quotidienne dans nos quartiers populaires. C'est ça le plus important. Et je pense que c'est que comme ça qu'on fera changer les mentalités. C'est de donner des responsabilités à des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est ce que les politiques n'acceptent pas. Après, faut pas oublier aussi qu'on a aussi des politiques. Après, Hanan, oui. On a aussi des professionnels dans le monde politique. Quand il y a une période électorale qui arrive, je pense que Nizar ne me contredira pas, même toi, Hanan, tu me contrediras pas, et Fatima aussi. On voit les politiques aujourd'hui débarquer dans des structures religieuses. Oui. Quand ils débarquent à la mosquée pour faire des discours et qu'on leur donne la parole, et donc on n'est plus dans une contrainte de culturelle parce que on respecte pas la communauté musulmane en faisant ça. Après, je suis d'accord avec toi, Nasser, sur le travail de au sein de la communauté musulmane, ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est triste à dire. Ouais, je suis d'accord avec toi, Nasser, sur effectivement le travail de fond qui doit être fait. C'est un travail de longue haleine. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que on se réveille aussi quelques mois avant les échéances électorales, municipales, législatives, etc. C'est Ce vrai qui pour fait tout le monde, que forcément. Oui. Alors peut-être que déjà on a déjà entamé notre deuxième thème, ma chère Hanan, sur la forme de militantisme finalement à aborder ou d'activisme, puisque Fatima préfère ce terme. Ah je pense que je vais l'adopter moi aussi. On va y répondre dans un instant, puis on s'intéressera aussi à l'image de l'islam dans les médias, puisque c'est très important. On voit qu'elle a été quand même pas mal décriée en ce moment, plus que jamais, à chaque fois qu'il y a un élément important. Cela dit, avant de te laisser, mon cher Nasser, et de te retrouver et de donner rendez-vous demain, je vais te garder juste pour Nasser, une question. Oui. Excuse-moi, je te coupe. Qu'est-ce que t'en penses des dernières révélations là sur la gestion UDI de la ville de Bobigny? Parce que là, on a quand même un cas qui est spécifique à une ville, mais qui est révélateur d'une politique globale, en fait. Bien sûr. Non, mais ça c'est connu dans les partis politiques. C'est qu'on utilise des personnes. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui a été évincé. D'ailleurs, mais tout ce qui va se passer Slimane Abdelrahman. Comment? Slimane Abdelrahman. Oui, Slimane Abdelrahman. Il subit après, je sais pas alors, je connais pas vraiment le dossier, mais je serais incapable de te répondre là-dessus. C'est plus compliqué que ça. Moi, j'ai eu des échos à travers des personnes. Après, je t'avoue que je pourrais pas te donner plus d'informations là-dessus puisque j'ai pas suivi l'affaire. Alors, juste pour répondre à la question du jour que l'on pose, qui n'a absolument rien à voir, avant que l'on revienne à notre sujet, je vais vous la poser à tous les quatre, en commençant par toi, tiens Nasser, à savoir, selon vous, faut-il expulser, le fait d'expulser les étrangers fichés S résoudrait le problème du terrorisme en France, Nasser? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire fichier S, quoi? Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont pas du tout terroristes et qui sont fichés S. Donc, non, fichés S pour radicalisation. Voilà, juste, on prend ce terme-là et cet aspect-là. Est-ce que le fait d'expulser, et je parle bien des étrangers fichés S, non pas les Français, parce que c'est totalement interdit d'expulser un Français, d'être rapatrié dans l'occurrence. Est-ce que ça résoudrait le problème du terrorisme, Nasser? Non, ça réglera jamais le problème du terrorisme. Le terrorisme, ça se développe si on ne le règle pas. Donc voilà, c'est pas une solution. Le vrai problème, c'est comment ces jeunes-là, qui sont français avant tout d'ailleurs, en sont arrivés jusqu'ici. Donc c'est ça la vraie question. Ouais. Moi, c'est surtout pas à chercher à savoir qui est fiché S et qu'on doit expulser du pays. Ça réglera pas le problème. Bon. Donc voilà. Merci Nasser, à demain. Je t'en prie. Bonne soirée, Fatima. Est-ce qu'il faut expulser les étrangers fichés S?
Est-ce que selon toi, ça résoudrait le problème du terrorisme en France? Et ils iraient où, ces expulsés fichés S? Bah, les étrangers, en l'occurrence, si par exemple t'es étranger, enfin, si t'as une carte de séjour, que t'es d'origine algérienne, je prends un exemple, bah, tu retournes en Algérie. Mais en fait, le problème il y a plusieurs problèmes qui se posent avec cette question, et l'un d'eux, c'est de supposer que les personnes qui sont fichées S soient binationales. Vous voyez? Et en fait, beaucoup d'entre ces personnes n'ont pas de passeport. Et pour celles qui en ont, ok, admettons que ce soit une personne franco-algérienne ou une personne franco-marocaine, elle y a été 2 fois dans sa vie. Donc, est-ce que c'est réglé le problème? Le problème, c'est qu'est-ce qui va faire le terreau du terrorisme, en tout cas cognitivement, qu'est-ce qui va faire que des personnes, à un moment donné, vont basculer dans la violence. Et ça, c'est pas simplement en prenant un charter Air Tunisie ou Air Algérie qui va régler le problème. Ça, pour moi, c'est pire que tout, parce que le message qui est envoyé, c'est on veut pas de vous, et on cible en particulier une catégorie de la population. Et pour les autres, qu'est-ce qu'on va en faire? Les franco-français, là, ceux qui sont bien franco-français et ceux qui commettent des attentats, on va les envoyer où? On va en faire des apatrides? On va les envoyer sur la Lune? Oui. Alors, donc c'est non, évidemment. Nizar, pareil? Non. C'est non, et je vais pas rajouter à ce qui a été dit entre Nasser et Fatima, je partage complètement leur avis. Anan, oui, non? Bah c'est non, et encore une fois on a Marine Le Pen et puis certainement d'autres responsables politiques qui vont entre guillemets profiter de l'occasion pour venir dire cette théorie ça nous vient de Marine Le Pen, il faudrait les expulser, enfin c'est complètement ridicule. Aujourd'hui il y a un problème de fond. Même que c'est plus que ridicule, c'est dangereux. Manuel Valls avait même parlé d'espèces de camps de rétention, de pseudo-camps de concentration presque pour les personnes qui sont fichées. Donc jusqu'où on va? En tout cas, répondez à cette question sur Facebook France Maga 2, sur Twitter LGF officiel. Vous êtes évidemment une grosse majorité à nous dire que non, évidemment, ça ne résoudra absolument rien. Dans un instant, on va parler et élaborer peut-être différentes formes de militantisme ou d'activisme avec Fatima Kemila qui est avec nous, également Nizar Bourchada, et on terminera évidemment cette émission spéciale à laquelle vous pouvez participer au 01 40 33 9000. Ne soyez pas timide. Oui, je sais que le niveau est très haut, mais quand même, venez apporter votre point de vue qui nous intéresse. À tout de suite. LGF, le grand forum. Il y a des fois dans la vie ça arrive au bon moment, ce générique, n'est-ce pas, Nizar? Ouais, on aimerait bien savoir ce qui se disait. Oui, non. Non, ok. Ce qui reste en antenne, reste en antenne. Ok. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que c'est de la radio et c'est dans des coulisses. Allez, bienvenue à vous tous. Merci d'être avec nous. Sur France Maghreb 2 avec Alan Zawani, bien sûr, et Nizar Bourchada, ainsi que Fatima Kemila qui sont avec nous. Jusque 18h avec vos appels 01 40 33 9000 pour élaborer maintenant et tenter d'évoquer le fait justement d'explorer peut-être différentes formes, parce qu'on parle évidemment de s'engager, c'est le terme principal de l'émission d'aujourd'hui. Engagez-vous, et on va peut-être aussi, ça commence par déjà militer ou d'être activiste, pour reprendre le thème préféré par Fatima Kemila. Aujourd'hui, quelle forme de militantisme ou d'activisme faut-il élaborer pour peut-être commencer à être sur le terrain? Ça peut évidemment être politique, mais avant de rentrer en politique aussi, on le disait d'ailleurs tout à l'heure, ça peut commencer par la vie du quartier, ça peut également tourner autour de l'école pour ses enfants. Tiens, Fatima, là-dessus, sur le militantisme ou l'activisme. Alors moi, je suis plutôt partisane d'une action assez locale, même si c'est pas grand-chose. Il y a cette phrase de Benjamin Franklin que j'aime beaucoup qui dit « Il n'y a rien de pire que de ne rien faire parce qu'on ne peut faire que peu ». Et donc je me dis que en fait, additionner tous nos petits efforts à un moment donné, ça fonctionne. Puis comme je disais, moi j'aime pas beaucoup le terme militant. Faut savoir que militant, c'est quand même la même racine que militaire, et que du coup il y a cette idée un peu d'usage de la violence ou de la force ou de la coercition. Et je pense que c'est toujours plus intéressant si on étudie et si on utilise la conviction et la séduction. Généralement, ça dure bien plus longtemps. Il y a aussi un petit hadith que j'aime beaucoup qui est celui du prophète qui dit que la pluie doit être bénéfique là où elle tombe. Et je pense qu'on n'est jamais tombé là où on est tombé par hasard. Ça peut être son quartier, ça peut être l'école que l'on fréquente, l'école de ses enfants, ça peut être sa boucherie. C'est pour ça que c'est intéressant aussi l'une des émissions et interventions qu'avait fait Fatima Wassak sur la question de manger moins de viande. En fait, peut-être que la révolution, peut-être qu'être activiste, ça peut passer par nos assiettes et essayer d'avoir aussi un mode de vie plus conscient et plus éthique et moral. Nizar, d'ailleurs tu en parlais très bien d'ailleurs tout à l'heure, sur d'ailleurs de parcours parle pour toi, j'ai envie de dire. T'es pas arrivé comme ça en politique, ça a commencé dès le très jeune âge.
Non, c'est clair que du coup, moi je pense que je parlerai également, tout à l'heure Fatima parlait d'émotion, moi je parlerai de passion. On s'engage toujours dans le cadre d'un intérêt général, mais finalement parce que ça nous fait du bien personnellement, parce qu'on a l'impression également de donner. On a également de se faire aller s'acheter son pain en boulangerie et de se faire interpeller en tant qu'élu et d'avoir également une retraitée qui nous parle de sa petite retraite, de comment elle pourrait faire. Tout ça, voilà, c'est passionnant. On rencontre des gens formidables. J'ai pas envie de dire aux auditeurs que la politique c'est le monde des bisounours, mais parfois il y a de très belles rencontres. De toute façon. Je vais mettre français et bisounours alors. Ouais, pourquoi pas. Ça peut être une... Non. Pourquoi pas. Je t'en prie, Nazir, vas-y. Non, mais c'est ça, en fait, justement, parler de passion, parler d'engagement, et je pense qu'aujourd'hui, nos auditeurs également sont plus ou moins engagés dans divers sujets. Et ces sujets-là peuvent un jour mener à un combat qui se pose, par exemple, en 2020, on a les municipales qui arrivent. On sait que les municipales, c'est une élection très locale qui est d'ailleurs pour moi l'une des élections les plus difficiles et une élection qui va rassembler... Tu y vas d'ailleurs à titre personnel? J'y vais, j'y vais parce sur Brie contre Berre. Oui, sur Brie toujours. J'y vais parce que je suis passionné et parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Sans étiquette ou avec le... Je verrai. Ah, c'est encore pas tranché ça. Hein. Pas tranché. Alors, nos auditeurs nous écoutent depuis tout à l'heure. Tiens, on va prendre peut-être un appel du côté de Vitrolles. Vous savez où c'est d'ailleurs. Je pense que Fatima connaît bien Vitrolles. Du côté de Marseille. Bonsoir Nabil. Bonsoir. Bonsoir Nabil. Bonsoir Nabil. Alors, vous écoutez attentivement tout ce qui se dit depuis tout à l'heure. Quel est un petit peu votre sentiment, votre réaction, Nabil? Alors moi je dis oui, il faut s'investir, comme vous le disiez très bien. Et ce que je voulais rajouter, c'est que moi, par exemple, je fais partie d'un collectif interreligieux. Et ce collectif interreligieux, donc, on a organisé 2 événements sur 2 années consécutives. On fait une marche pour la paix. Et cette marche pour la paix, elle a réuni un peu plus de 2 milliers de personnes. Et là, cette année, on essaye de faire intervenir des établissements scolaires, notamment un lycée, pour justement essayer de grandir et faire émerger un grand mouvement. Et c'est plus sur le vivre ensemble que sur la religion. Et je pense qu'à notre niveau, chacun, comme vous le disiez très bien, il faut qu'on s'investisse, peu importe dans quoi, mais il faut s'investir et ne pas attendre que tout se passe. Nabil, si vous me permettez, je pense que tout le monde va être d'accord sur le sujet. En tout cas, il faut quand même saluer toutes ces associations qui travaillent dans l'ombre et qui font un travail extraordinaire. Et qui d'ailleurs, pour quelques-unes d'entre elles, heureusement qu'elles existent, sinon les quartiers seraient vraiment dans un état pitoyable. Déjà que c'est pas facile du tout, mais on sait que les associations font un travail de terrain extraordinaire et qui arrivent à maintenir, j'allais dire, une certaine cohésion, un certain vivre ensemble justement, qui est grâce à l'intervention de ces associations font un boulot extraordinaire parce que l'État a complètement abandonné notamment son devoir dans quelques endroits de la République. Je sais pas si vous partagez mon avis, mais il faut quand même saluer ce travail de l'ombre de ces associations qui sont très nombreuses en France, un petit peu partout d'ailleurs. Il y a un gros travail qui est fait et qui porte ses fruits, c'est sur l'accompagnement scolaire et d'aider aussi nos jeunes à intégrer des grandes écoles. Et je trouve ça vraiment formidable. Donc sur la ville de Bobigny, notamment, dans laquelle on peut dire milité, alors je sais pas, donc dans laquelle j'ai été active, on va dire. J'ai rencontré pas mal d'associations justement qui œuvraient pour l'accompagnement scolaire, mais par contre qui sont complètement dépassées parce que elles ont une capacité d'accueil de 70 élèves et que derrière, et c'est pas des conneries les chiffres que je raconte, il y a plus de 300 élèves en attente. Donc oui, on les félicite, on les accompagne, mais derrière il y a quand même aussi un accompagnement qui doit être fait par les pouvoirs publics. Et ce qui est un petit peu plus grave, il faut quand même le souligner, c'est que les associations qui sont accompagnées, elles sont aidées, donc financièrement, elles sont forcément au plus près de la majorité. Donc celles-ci, il n'y a aucun souci, elles ont les locaux, elles ont ce qu'il faut. Et à partir du moment où on est une association indépendante, et là, c'est fini, basta, plus d'aide, plus de local, plus de financement, et on se débrouille tout seul. Nabil, toi sur ton secteur du côté de Vitrolles, dans la région, est-ce que le tissu associatif aussi fait du bon boulot?
Oui, le tissu associatif fait du bon boulot, que ce soit culturel ou culturel, il y a du bon boulot. Souvent, si je peux lier les deux, le culturel, parce que souvent on nous reproche les musulmans de pas être organisés, de se financer, s'autofinancer, tout ça. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que les musulmans, on n'est plus dans les années 70 ni dans les années 80. Aujourd'hui, les musulmans travaillent tous, on atteint une classe moyenne, une classe élevée, on est très bien informés, on peut s'autofinancer sans aucun problème. Le seul problème qu'il y a, c'est des barrières, c'est les autorisations qui manquent. Si on nous donne les autorisations, voilà. Sinon, après, on ne demande pas de financement, on ne demande rien du tout. On sait très bien s'organiser, on est très bien structuré. La seule chose, c'est les autorisations. Donc, on nous barre la route et on nous donne le prétexte qu'on n'arrive pas à s'organiser. Et c'est faux. Merci Nabil en tout cas pour votre témoignage depuis Vitrolles où vous écoutez donc France Maghreb 2 assidûment, je l'espère. Merci en tout beaucoup. Cas. Et on vous en remercie Nabil, à très bientôt. À bientôt. 01 40 33 9000. Oui Nizar. Si je peux me permettre de réagir justement. Mais permets-toi. Au commentaire à l'intervention de Nabil. Alors il a parlé de dialogue interreligieux, il a parlé de bonne organisation au niveau local. C'est vrai que l'organisation sur la communauté musulmane au niveau national, elle est très souvent décriée. Par contre, au niveau local, on a de très belles initiatives, notamment en Île-de-France, en termes organisationnels. Mais surtout, aujourd'hui, pour moi, les associations musulmanes, qu'elles soient culturelles ou cultuelles, ou même les deux, elles font plus que du vivre ensemble. Elles participent, elles s'intègrent complètement dans le tissu associatif local. Elles vont jusqu'à faire ensemble. Faire ensemble, c'est-à-dire de participer à des forums, de participer à un dialogue interreligieux, Nabil il l'a dit tout à l'heure, de participer également à des fêtes populaires qui sont dans les différentes communes. Et ça, pour moi, c'est magique et ça montre la belle forme d'engagement qu'on peut avoir de la part de citoyens au quotidien. On va accueillir Méziane qui est avec nous. 01 40 33 9000. J'aimerais te poser une question, toi qui as été à l'UDI, sur le cas Jean-Christophe Lagarde à Drancy, parce que il faut qu'on en parle quand même. Avant de parler de controverses de l'islam dans les médias aussi, qui sera notre dernier thème. Méziane, bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Salam alaikum à tous. Bonsoir Méziane. Voilà, moi j'ai une question un peu d'ordre sociétal. Oui. Et un peu mélangée avec du culturel. Vous savez qu'il y a beaucoup de musulmans qui vivent maintenant en France et qui se font enterrer ici dans les cimetières. Oui, français, oui, les carrés musulmans, oui. Voilà. Alors, je vois bien s'il y a quelqu'un qui peut me répondre en fonction de ses compétences théologiques et du droit français. Est-ce que le fait d'avoir des concessions à perpétuité, est-ce que c'est une question de business ou d'un point de vue culturel? Est-ce que la personne qui n'a pas les moyens, sachant que si vous payez pas pour les perpétuités parce que vous n'avez pas les moyens, on peut déterrer la personne qui est donc enterrée au bout d'un certain temps? Bon, ça c'est une question à laquelle je serais incapable de répondre. Je sais pas si quelqu'un peut répondre. Moi, Fatima, Lisa. Je vais laisser Fatima répondre, mais moi je vais juste donner une réponse d'un côté d'élu, parce que cette question revient très souvent. Oui. Bah vas-y alors, donne-nous ta réponse. Fatima, oui, d'accord. D'accord. Alors juste pour venir en termes de droit en France, on n'a pas le droit d'avoir des cimetières confessionnels, ça c'est une interdiction, justement depuis la loi de 1905, et ça a pour conséquence qu'on peut pas avoir un cimetière en entier qui soit musulman. Par contre, il y a des carrés qui sont autorisés. Et vous posez une très bonne question, puisque la question de l'inscription sur le territoire français des Français de confession musulmane, elle se pose à la naissance et elle se pose aussi à la mort. Et on voit bien que là, le respect des rites musulmans, qui est d'enterrer le plus rapidement possible un mort, qui est de ne pas avoir de cercueil, qui est de, une fois qu'on est posé, de pas être déplacé. C'est-à-dire qu'en France, si on paye pas sa location, eh bien hop, on est déterré et puis on est mis dans les fosses communes. Ben ça se pose avec acuité dans le territoire, et malheureusement ou heureusement, c'est la loi républicaine qui prime. C'est-à-dire qu'en France, on attend minimum 48 heures avant d'être enterré et on a l'obligation d'être enterré dans un cercueil. Alors moi, je vous dirais que pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir une concession à perpétuité, il n'y a pas tellement d'alternatives qui se posent. Il y a bien sûr celle du rapatriement, mais ce terme il est aussi intéressant. Rapatrier, ça voudrait dire qu'une fois ces personnes elles ont été rattachées à leur terre d'origine, alors que quand on est né, qu'on a grandi en France, on aimerait peut-être aussi y être enterré, puis ça coûte très très cher. Si les personnes n'ont pas les moyens de payer la concession à perpétuité, elles auront peut-être pas non plus les moyens de payer 4 à 5 000 euros
Mais là, le fait le de se faire souci va rapatrier. être encore beaucoup plus difficile pour nos enfants en réalité, parce que ce soit nos parents ou même nous, et on a tous ces fameuses assurances qui permet ce rapatriement. Moi, en toute sincérité, je m'étais pas posé la question, mais voilà, je préfère être enterrée ici, près de mes enfants et de mes futurs enfants, mes futurs petits-enfants. Mais du coup, la question elle va se poser pour nos futurs petits-enfants qui vont avoir de moins en moins de liens avec le les pays d'origine des aïeux. Excellente Oui, question. alors, est-ce que la question a été soulevée vis-à-vis de la mosquée de Paris ou des organismes? Non, j'en sais Pas rien. à ma connaissance, mais en Mais tout bon. cas, je te promets qu'on éventuellement on en fera une émission spéciale parce que c'est un sujet très intéressant qui pourrait Voilà. évidemment concerner tout le monde. Et pour finir, alors un sujet un peu plus secondaire quand même, pourquoi n'y a-t-il pas dans les boucheries musulmanes halal, il n'y a que de la viande de dernier choix? Et pourquoi il n'y a pas de viande de qualité halal? Il faut aller dans les boutiques bio, il y en a une En dans le posant la question à 11e qui Fatima Wassak. est très bien. Vous pouvez égorger directement vous chez les producteurs. Ah, moi je suis pas un égorgeur, moi. Non, mais vous pouvez aller égorger votre mouton directement chez le producteur. C'est pas vous qui allez le faire, mais en tout cas, si vous voulez de la viande, si vous voulez de la viande d'un point de vue de l'élevage bio, je parle. L'élevage, il n'y a pas que l'égorgement. Alors il y a une boucherie Oui, c'est ce que Olida, je vous je crois. dis. Il y a une boucherie Olida qui est spécialisée là-dedans, dans justement de la viande bio. Halal, alors ça Oui, coûte y en très a. cher, hein, mais ça coûte pas très cher si au final tu manges de la viande une à deux fois par 39 € semaine. le kilo de steak, Non, parce mais que- une parce à que- deux fois par semaine Oui, oui. maximum. Parce que nous, les c'est musulmans, largement. à force de manger la viande de dernière qualité, on va tous mourir. Hein. Pas Bon. que les musulmans, Et en j'ai plus, envie de non, vous non, dire, non, ça non, ça non, concerne non, tout le non, monde. bon. Bon. Méziane, merci beaucoup en tout cas pour ton appel. Qu'est-ce qu'il y a, Nisa? Non, rien. Voilà, on est un peu il hors a dit sujet qu'il quand fallait même. être végétarien, c'est ça que tu Ouais, dis? c'est ça que c'est ce qu'il a dit. Je ne t'ai pas attendu pour Dernier l'être. thème autour de la controverse de l'islam dans les médias. Alors ça, c'est un sujet très important parce que c'est vrai que on a eu à plusieurs reprises ici même, j'ai eu aussi la possibilité d'alerter les auditeurs lorsqu'il y a une parole que l'on peut considérer comme islamophobe ou raciste, allez pour faire simple, de saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Je vais y arriver. Et c'est pas les exemples qui manquent au cours de ces, ne serait-ce que 5 dernières années. Cependant, là aussi, malheureusement, pas beaucoup de monde qui veulent prendre 2 minutes pour aller réclamer réclamer le fait de sanctions peut-être vis-à-vis d'un média ou d'une personnalité qui aurait prononcé des propos absolument racistes donc sur une grande antenne. Je rappelle quand même que les règles d'usage, c'est de maîtriser son antenne. Donc moi, Christophe Roux, animateur de cette émission, j'ai le devoir de maîtriser l'antenne qui m'appartient entre 16h et 18h dans le cadre du grand forum. Ça, c'est pour la direction de la radio et ça est encore plus valable pour le CSA. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a un certain nombre de personnalités qui n'hésitent plus parce qu'ils ne craignent rien, pour faire d'ailleurs référence à une des chansons de Kerry James, Constat amer, ils continuent de parler parce qu'ils ne risquent rien. Aujourd'hui, d'avoir des paroles islamophobes, tu peux l'avoir tranquillement parce qu'il y a personne derrière qui va venir t'embêter. On sait que c'est un peu moins le cas pour d'autres sujets. Pour juste prendre le dernier exemple en date, j'ai envie de dire Cyril Hanouna, l'émission TPMP, il a eu des propos qui ont été qualifiés d'homophobes. Il y a eu 40 000 plaintes en 24 heures. Aujourd'hui, on peut avoir des propos islamophobes, il n'y aura jamais 40 000 plaintes en 24 heures parce que le musulman, malheureusement, n'arrive pas à faire ce qu'il y a de plus simple, se faire entendre et respecter. Comment Alors on là, l'explique? je suis désolée de dire ça, mais c'est pas possible d'entendre ça. C'est pas possible d'entendre que C'est un le constat, Fatima, musulman. hein. Non, c'est pas un un constat. C'est-à-dire qu'on inverse la cause et les conséquences. C'est-à-dire qu'on part du principe que finalement, ces musulmans, ils sont fainéants et puis ils ont pas de dignité puisque J'ai de pas toute dit façon, ça. ils sont pas capables. Non, mais c'est ce que vous venez de dire à l'instant. Ils sont même pas capables d'aller faire la chose la plus simple. C'est quoi la chose la plus simple? C'est d'aller voir un commissariat de police le plus proche. Je vous rappelle quand même que la plupart des musulmans et des musulmanes de France ont quand même un petit rapport un peu particulier avec la police, ou plutôt que la police entretient un rapport un peu particulier avec les personnes racisées en France. C'est clair. Que lorsqu'elles ne se font pas contrôler au faciès et qu'elles se retrouvent au commissariat, bien souvent leur plainte n'est pas prise, et que si jamais elles savent, ne serait-ce que ça, c'est ce que je disais avec le coût de l'information, c'est-à-dire que la police c'est pas considéré comme le meilleur ami ou la meilleure amie des personnes de couleur ou la personne des confessions musulmanes. Donc même que l'idée traverse les personnes de confessions musulmanes, c'est difficile. Il y a un autre point, c'est plus simplement le coût de l'information, c'est le coût
coup de la défense. Là, vous avez un célèbre auteur qui s'appelle Brian Stevenson aux États-Unis qui dit la chose suivante: les systèmes judiciaires traitent mieux les riches coupables qu'ils ne traitent les pauvres innocents. Et c'est le cas en France. Et malheureusement, il y a aussi une question de qui a les moyens de se payer des avocats pour pouvoir aller attaquer le CSA. Non mais là tu vas sur un autre terrain. Pardonne-moi Fatima. C'est pas un autre terrain, Moi je c'est une reste question là structurelle. sur le CSA. Ça coûte rien ça. D'attaquer directement l'individu et ne pas réfléchir à la question structurelle. Je vais relativiser en disant à Fatima simplement qu'aujourd'hui, si on reste sur du point de vue CSA, il existe simplement des plateformes. Oui. Et en 2 minutes, top chrono, j'ai pas besoin d'aller au commissariat, chez moi, de mon smartphone. Mais encore, voilà, il faut, encore faut-il informer. Oui, mais c'est pas suffisant. Et justement, l'information, je pense que là, l'information, à partir du moment où, que ce soit la communauté musulmane ou même les autres, enfin, moi, j'ai pas besoin d'être musulman ou pas pour être choqué d'un propos raciste ou islamophobe à la télé. Ouais. Donc, du coup, en 2 minutes, je peux me connecter sur ce genre de plateforme si effectivement je suis informé. Oui. Et ça, aujourd'hui, le rôle des médias, le rôle également de certains responsables politiques, le rôle d'un certain responsable associatif, c'est de faire ce relais-là. Et oui, je l'espère qu'un jour, Christophe, on arrivera à ces 40 000 quand on entendra Valls délirer complètement et nous rabâcher des paroles islamophobes à longueur de journée à partir du moment où on lui tend un micro. Il y en a plein, Philippe Tesson, Philippe Kelkraut, pour en citer plein. Georges Bensoussan. Pourquoi Georges Bensoussan? Bah justement sur le cas Georges Bensoussan, moi j'avais lancé une campagne pendant 1 semaine où je répétais effectivement, je mettais en écho ce qu'il a dit et je disais aux gens CSA.fr, formulaire, etc., etc. Et je disais s'il vous plaît, faites-moi un retour de ce que vous avez envoyé, comme ça on va voir. Allez, pour grosso modo, il y a eu 10 personnes. Je suis désolé, je suis écouté par un peu plus que 10 personnes, j'en suis persuadé. Alors, souci qu'il y a. C'est quoi le problème, en fait? Moi, je pose le constat et maintenant je cherche des solutions. Le souci qu'il y a, Christophe, c'est que déjà pour remplir ce formulaire de CSA, en toute sincérité, c'est hyper compliqué. Donc il y a tout un travail de conscientisation qui est à faire au niveau des propos. Donc le fait qu'on se révolte, donc on le voit au niveau des réseaux sociaux et ça apporte des résultats. Donc on a par exemple sur une information islamophobe, ça va retweeter, ça va permettre de faire parfois bouger les lignes. Donc pour exemple un propos qui avait été tenu il y a quelques mois sur un média écrit, donc pas un média audiovisuel, alors je me souviens plus du nom du magazine, Marwan Mohamed, ce qu'il a fait, c'est qu'il a retweeté l'information. Elle a été suivie de milliers et de milliers de tweets. En même pas 1 heure, on a eu une réaction. Donc aujourd'hui, c'est déjà ce travail de conscientisation. Il commence à être fait au niveau des réseaux sociaux. Ouais. Après, en ce qui concerne les signalements au CSA, le CSA, l'année dernière, ils ont eu des taux records parce que justement, on a eu ces 40 000 signalements faits sur des propos homophobes. Mais en moyenne, sur les dernières années, on est passé de 35 000 à 90 000 signalements. Donc là, le travail de conscientisation, il est fait, il n'est pas fait seulement au niveau de la communauté musulmane. Aujourd'hui, si on sort un petit peu du terme, qui est de dire il y a une discrimination, en tout cas il y a des amalgames qui sont faits dans les médias par rapport à la question de l'islam. Les discriminations, elles touchent pas seulement les musulmans. Et effectivement, il y a un travail commun qui doit être fait avec l'ensemble des citoyens, dont les musulmans, parce que aujourd'hui, selon la dernière étude qui est sortie dans Le Monde il y a à peu près 1 semaine, donc les citoyens, la minorité la plus discriminée, ça reste la minorité musulmane et ensuite juive et ensuite les noirs et les arabes. Par contre, ce qui se passe dans les médias, c'est que aujourd'hui, on nous martèle, on nous met martèle en tête que les personnes les plus discriminées et les plus attaquées sont les personnes juives. Donc déjà, il y a un travail de fond qui est à faire au niveau du CSA. Donc avec tous ces présentateurs. Donc tu disais à juste titre que toi, tu étais là en réalité pour pour faire en sorte que le débat se passe bien. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des journaux télévisés, notamment ces chaînes d'information, même des émissions, les présentateurs, ils laissent passer énormément de propos qui sont soit stigmatisants, soit offensants, soit carrément diffamants. Donc déjà, c'est effectivement qu'il y ait une organisation qui se mette en place. Donc pour rappel, et j'en profite, on en a parlé, on a commencé à en parler il y a 3 à 4 semaines. Le CDM. Voilà, on a le CDM qui est en train de travailler. Donc ça traite de la question
question de l'engagement. Donc on a plusieurs citoyens qui sont engagés justement sur cette question de la lutte contre les discriminations dans les médias, qui ont créé ce collectif qui s'appelle le Citoyens contre les discriminations dans les médias, et qui justement réfléchissent à comment déjà faire, que l'information de signalement collectif est importante, et derrière l'objectif c'est de viser des sanctions. Donc le travail il commence à être fait, et comme je le disais, en 5 ans les signalements ont pratiquement triplé. Le Facebook c'est quoi, le CDM? Citoyens contre les discriminations dans les médias. Très bien. Fatima, Nizar, on a passé un super moment, mais ne bougez pas. C'est déjà parce fini? Que vous allez vous prêter, bah oui, à l'exercice de Libertad. Vous connaissez Libertad? Est-ce que c'est le coup de cœur, la vie tranchée? Ah, pas du tout. Non, ni coup de cœur, ni avis tranché. D'accord. Bon, bah ne bouge aujourd'hui. pas, tu vas découvrir, tu vas voir comme c'est bon. À tout de Allez, suite. top. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF sur France Maghreb 2. Heureusement que les micros sont coupés quand même des fois, hein. N'est-ce pas, Anan? Sacré Nizar. Ouais, Je ne dirais que Nizar. Nizar Bourchada en tout cas, qui sera amené à revenir. Nizar, tu connais l'adresse maintenant? Pas de souci, avec Voilà, plaisir. c'est ici chez toi. Ma chère Fatima, Oui, c'est moi. Libertad a demandé qu'est-ce que c'est Libertad? Eh bien, vous allez le découvrir maintenant. Libertad, c'est parti. Tiens, Nan, c'est quoi Libertad? Alors, excusez-moi, je je t'en de prie, vas-y. boire de l'eau. C'est quoi Alors Libertad? Libertad, c'est une antenne qui est ouverte à tous nos auditeurs. Donc on les prend au téléphone en direct sans savoir ni qui ils sont ni ce qu'ils vont nous dire. Donc c'est inédit, ça se passe que sur France Maghreb 2, le grand forum. Regarde, j'appuie sur le bouton. France Maghreb 2, bonsoir. Salut, c'est Youssef Francis. Salut Youssef de Ah, Drancy. salut Youssef. Qu'est-ce qui se passe, Youssef? Salut les terriens samedi dernier là. Samedi dernier, salut les Tariens. Oui, il y avait Edoui Plenel. Et Oui. Selval. Ouais. C'était chaud, hein. Selval, c'est ce qu'il dit. Il a envoyé du lourd. Hein. Mais le son, Christophe. Que la Ligue islamique mondiale, là, il y a des bureaux à Mantes-la-Jolie. Il dit que ce bureau-là, il a pour but d'islamiser la France. Oui. Et donc? Le président turc aussi. On t'entend super mal, mon cher. Faut que t'achètes un téléphone, à mon avis, à Drancy, ça passe pas le réseau, hein. T'entends pas là? Il y a des Bah, bons- mal en tout cas. Bon, en tout cas, effectivement, tu souhaitais tu nous as parlé donc de ce passage. Merci à toi, Youssef, hein, de Drancy, dans Salut les Tariens. Je sais pas s'il y a un de vous a regardé. Nizar, qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Nizar, il dit, il faut qu'il demande à la garde. Ah oui, Jean-Christophe Lagarde, ouais. Ouais. C'est ton ami, ça, apparemment. Ah bon? Non, J'ai son- Nizar. j'ai son Ah, je numéro. sais pas. T'as son numéro perso? J'ai son 06. Vas-y, on l'appelle. 01 40 33 9000, France Maghreb 2, bonsoir. Voilà, hop, ça dégage. On n'a 01 pas le 40 33. Non, mais des fois, il vaut mieux pas avoir le son. C'est aussi ça le prix de la liberté, Fatima, tu vois. Ah ouais, Il y a des gens parce qui que- appellent. Tous les pour soirs, faire on a un chat. Ou un chat. un cheval. France Maghreb 2, bonsoir. Allô, bonsoir, Nadia de la Courneuve. Bonsoir, Bonsoir, chère Nadia. Nadia. Bonsoir, on vous écoute, Nadia. Voilà, je vous avais pour une info, je ne sais pas s'il y a une info, c'est... Voilà, dans l'urgence, il y a une décision du royaume saoudien. Oui. Il appelle à des sociétés étrangères pour la protection des aéroports pendant le Hajj. Bah, on Et sait donc, tous, hein, y a pas de problème, on sait tous que le Hajj, la protection, en tout cas, est assurée par les mais Israéliens, il notamment. appelle à des sociétés étrangères. Ouais. Et la Ah bah société qui est prise comme société étrangère, c'est Girof S. Oui. C'est une société israélite. quoi. Absolument, Voilà. oui, absolument. Mais c'est pas Voilà. nouveau, hein, ça, Et Nadia. et il croit beaucoup sur Tel Aviv. Voilà. Effectivement, on a bien, oui, alors ça c'est, on ne peut plus clair. Merci beaucoup, Nadia de la Voilà, Courneuve. je vous en prie, au À revoir. très bientôt, au revoir. Oui, ça fait des années qu'on sait ça. 01 40 33 9000. Vous êtes peut-être du Canada. Je salue d'ailleurs un auditeur du Canada ainsi que du côté des États-Unis aussi à nous écouter. 01 40 33 9000 ou 00 33 40 33 9000. À vous la parole. Bonsoir. Voilà, il est Voilà, là le chat. Voilà, tous les soirs, il vient. Ah, Fatima est fan. 01 40 33 9000. Voilà. Allô, bonsoir. Oh, Voilà. mais c'est dingue. Oui, mais c'est un gag. Ah bah attends, voilà, c'est ça. C'est la liberté, mais c'est pas grave. On assume. Nizar, ça va? Ça se passe bien? Très bien, très Bon, bien. bah oui, tout va bien. Allô, bonsoir. Ah, voilà, le tir. Bon, allez, Oh, hop, c'est mais bon, c'est ça suffit. dingue. Hein. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. C'est ce qu'on dit, hein, souvent. Donc, 01 40 33 9000, si t'as un vrai truc à dire, si tu veux décrocher ton téléphone, c'est maintenant qu'il faut appeler la radio. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quel est votre prénom? Youssef d'Orléans. Oui, Youssef d'Orléans, t'écoute. Je vous appelle, en fait, c'était par rapport à une publicité que j'ai entendue hier après-midi. Oui.
C'est sur des pommelos d'origine israélienne. Absolument, tiens, j'ai entendu, c'est une pub Lidl pour Exactement. effectivement, et c'était la première fois que j'entendais dans une pub la provenance du produit. Exactement, et sachant votre ligne de conduite par rapport à tout ça, ça m'a étonné. Alors je vous explique très rapidement, on fait partie d'une régie pub des Indes radios dans lequel il y a 140 radios dont France Maghreb 2 mais aussi d'autres radios communautaires, et à ce titre il y a effectivement des pubs que l'on ne choisit pas qui passent sur notre antenne. C'est voilà, c'est j'allais dire. D'accord. Voilà, c'est non mais c'était juste un petit carton rouge vite fait comme ça, c'est tout. Bah vas-y, hein, on prend acte, il y a pas de problème. Ah, mais du coup c'est pas de notre faute. Continuez mais comme ça en tout cas. Merci à toi en tout cas, merci beaucoup. Mais j'avoue c'est un peu ballot quand même. Hein. Non mais j'ai entendu ça ce matin, c'est vrai que ça m'a interpellé. C'est un peu choquant, le fait là. d'entendre que Lidl vend des produits et qu'ils disent dans leur pub, à la fin de la pub, produits israéliens, enfin en provenance d'Israël. 01 40 33 9000. Moi je trouve ça très bien, à la limite ça évite de se déplacer pour rien quoi. 01 40 33 9000. Bah oui, si t'as pas envie d'acheter consommer israélien, t'as le droit d'abord, et de deux, bah comme ça tu te déplaces pas parce que tu le sais, t'es au courant. Allô, bonsoir. Allô. 01 40 33 9000. Une petite dernière ou un dernier pour la route pour ce soir avant de retrouver l'excellent Medjed dans un instant évidemment. Allô, bonsoir. Ok. Non mais chers auditeurs, ça suffit. Oui, allô, bonsoir. Je préfère encore quand ils appellent et puis qu'ils sont pas contents. Allô. Ok, plus personne par là. Donc 01 40 33 9000 évidemment, si vous souhaitez peut-être nous apporter un avis sur l'émission, sur ce qui a été dit, eh bien n'hésitez pas. Allô, bonsoir. Oh, bah alors vu qu'ils sont pas très motivés aujourd'hui, moi je peux faire mon petit coup de cœur. Oui, vas-y, allez, tiens, voilà. vas-y, Tiens, ça voilà. sera peut-être mieux que certains bien, abrutis Fatima. qui voilà. Bah alors moi je voulais faire un petit clin d'œil à la marche historique qui s'est passée en Floride là ce samedi 24 mars, qui s'appelait March for Our Lives, donc marcher pour nos vies, où ça a été la plus grande manifestation contre le port d'armes que les États-Unis n'aient jamais connue, avec plus d'1 million de personnes dans la rue, et ce quelques semaines seulement après la tuerie de masse dans un lycée en Floride, qui était la 18e tuerie depuis seulement ce début d'année. Incroyable. Et on commence du coup à s'interroger sur le fait de plus réguler le port d'armes. Je rappelle quand même que c'était aussi en Floride que Trayvon Martin avait été assassiné il y a quelques années. Pareil, par un homme qui avait le droit de porter son arme et qui d'ailleurs a été relâché par la justice américaine et qui a même mis en vente son arme sur Internet et qui est parti à $250 000. Voilà. Quand même. Allez, un petit dernier, bonsoir. Oui, bonsoir. Prénom et ville d'appel, monsieur. C'est Mohamed de Paris. Mohamed de Bonsoir, Paris, on t'écoute, Mohamed. tu fermes la boutique, on t'écoute mon ami. Ah oui, c'était pour vous dire respect Christophe, il faut pas, comme ça nous évite de se déplacer. Merci, oui, absolument, pour faire référence à l'idole. Merci à toi. Allez, bonne journée, bon Ciao, soir. ciao, merci beaucoup. Bon, Nizar Bourchada, merci beaucoup De rien. d'être venu. Avec plaisir. On sera amené à se revoir, je pense. Si je peux moi aussi balancer rapidement en 4 secondes un petit coup de cœur. Vas-y. Donc rien à voir avec les armes, quoique. Je voulais simplement dire que c'était l'anniversaire de ma fille ce week-end et je l'aime. Emna, je t'aime. Voilà, de l'espérance, Happy de l'amour. birthday to you. Comment elle s'appelle? Emna. Emna, Happy birthday bon anniversaire. to you, Emna. Voilà, c'est ça chante, c'est bon. En même temps, Anan chante demain, il pleut à Paris et Oui. je suis sûr que c'est Bah vrai. écoute, ça venait du cœur au moins. Ouais, au moins c'est Voilà. bon. Elle a essayé. Fatima, Keminat, merci beaucoup en tout cas d'être venue. Merci à vous, c'était un plaisir. Et à très très vite. Mon petit doigt me dit que on va se revoir vite. Bonne soirée ma chère Anan. Bonne soirée à lundi. Ah non, pas lundi prochain, Non, c'est lundi. férié. Lundi c'est férié effectivement. Voilà. Donc Bon on ne sera alors, pas là. soit mardi, soit dans 15 jours, je sais pas. Non, mardi. Mardi. Voilà. Bon, on va Dans un instant, l'excellent Medjed, vous l'avez entendu, de par cette voix légendaire. Notre ami Medjed arrive jusque 20h. Voilà, il va faire la bise à tout le monde, évidemment. Et bonne soirée à tous. Rendez-vous demain en ce qui me concerne, 16h, avec une belle équipe de maintien. Il y aura Nadia Lazouni, Nasser Lajili, mais aussi Hicham Terak. Et on va parler un peu de théâtre demain dans cette émission. Comme quoi, on parle de tous les sujets. Soyez les bienvenus. C'est votre émission de référence. Ça s'appelle le HGF tous les jours dès 16h. Il est pile 18h01 sur France Maghreb, de le rappel de l'actualité. En ce lundi soir avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonjour à tous. L'enquête se poursuit après la triple attaque de l'Aude de vendredi. Les enquêteurs cherchent désormais à comprendre si le terroriste a bénéficié au nom d'une quelconque aide extérieure, et notamment de la part de sa compagne. Elle est toujours placée en garde à vue. Âgée de 18 ans, elle est fichée S pour radicalisation. Et puis pour rendre hommage aux 4 victimes, une minute de silence a été respectée dans tous les super-U de France.
Le parquet de Lisieux a prolongé aujourd'hui la garde à vue d'un ancien candidat de la France Insoumise aux législatives dans le Calvados. Stéphane Poussier, interpellé dimanche pour apologie du terrorisme. Il a été interpellé à son domicile de Dives-sur-Mer pour avoir publié samedi 2 tweets se félicitant de la mort du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, tué après s'être substitué à un otage dans l'attaque terroriste du supermarché de Trèbes. La peine maximale encourue pour ce type de délit est de 7 ans de prison et de 100 000 € d'amende. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon, interpellation en Allemagne qui a provoqué des manifestations en Espagne. Les pro-indépendantistes se sont retrouvés dans la rue hier pour protester contre l'arrestation de Carles Puigdemont, le leader indépendantiste en exil en Belgique. Il se trouvait à la frontière avec le Danemark. Il doit être présenté à un juge dans la journée. En cas d'extradition, il risque 25 ans de prison pour rébellion et sédition. Verdict attendu également dans la journée devant les assises des Pyrénées-Orientales au procès du tueur de la gare de Perpignan. Jacques Rançon, âgé de 58 ans, jugé depuis 3 semaines maintenant pour une série de crimes commis à Perpignan à la fin des années 90. L'avocat général a requis la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Deuxième mandat assuré en Égypte pour Abdel Fattah al-Sisi. Début aujourd'hui de l'élection présidentielle. Un scrutin sous très haute surveillance. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.